Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau grand entretien. À moins de 180 jours du début des Jeux Olympiques, les bouquinistes parisiens ne savent toujours pas s'ils pourront être sur les quais de Seine pendant la compétition. Un flou qui suscite l'incompréhension, la tristesse et la colère. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Jérôme Calais, président de l'Association culturelle des bouquinistes de Paris. Bonjour Jérôme. Bonjour Rémi. Jérôme Calais, ma première question, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? On est toujours dans l'incompréhension, on est toujours dans un peu la colère aussi, mais on est plus serein et plus... Enfin, la situation de notre fait est plus claire dans la mesure où à la dernière AG annuelle de l'association, qui a eu lieu il y a peu de temps, il y a une semaine, 10 jours, on a clarifié la situation parce que face au flou entretenu par la mairie et la préfecture, sur le nombre, sur les conditions, surtout de cette hypothèse d'enlèvement, on a voté le recours au tribunal administratif parce que c'était la seule solution qui se présentait à nous. On a en face de nous un mur de gomme, on n'arrive pas à voir les cartes, on n'arrive pas à voir les chiffres. On a deviné, récemment, il y a eu un appel d'offres de la mairie dans lequel on a pu décrypter des dates d'enlèvement, des dates de repose. Celles-ci, semble-t-il, étaient encore même un petit peu réduites du fait de la préfecture, mais enfin, on a vraiment pas... le brouillard londonien à côté du brouillard entretenu par la mairie, il est transparent, le brouillard londonien. Alors, le recours au tribunal administratif que vous évoquiez il y a quelques secondes, on y reviendra juste après. Pour les personnes qui n'auraient pas suivi, donc la préfecture de police souhaite que vos boîtes soient enlevées pour des raisons de sécurité lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. D'ailleurs, la jauge pour l'événement a été abaissée à 300 000 personnes, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Ce motif de sécurité, on en avait déjà parlé, vous l'entendiez et vous aviez d'ailleurs proposé des solutions aux autorités. Absolument. Peut-être pouvez-vous nous rappeler lesquelles et selon vous, pourquoi ça bloque autant ? Effectivement, le motif de sécurité, nous on le comprend, on le respecte. Et c'est évident qu'une fête comme celle-là, qui est très importante, doit se dérouler dans les meilleures conditions de sécurité possibles, imaginables. C'est une fête populaire et en cela, je pense que c'est important qu'elle soit réussie. Le sport, on est parfaitement, moi-même je suis sportif, donc on est absolument pour, mais les conditions, le mode opératoire qui consiste à allez, on vire les bouquinistes qui sont sur le parcours et leurs boîtes, on ne va pas les voir, génère une incompréhension et cette exclusion nous révolte quelque peu. On est un symbole majeur de Paris, on existe depuis 450 ans et nous effacer de la caméra, je pense que ça va envoyer un message non pas culturel mais inculturel aux 2 ou 3 milliards de téléspectateurs qui vont regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il y a, je pense, une incompréhension mondiale. On le voit d'ailleurs à l'émoi culturel mondial qui s'est développé autour de nous quand l'info a été diffusée sur toute la planète, comme quoi les bouquinistes allaient être exclus de la fête et disparaître. Au Japon notamment. Au Japon, là, on avait dernièrement. rencontré des journalistes japonais lorsque nous étions venus à votre rencontre, justement. Tout à fait, mais on a toutes les télés de la planète qui passent. Là, j'ai fait effectivement la TBS japonaise il y a quelques jours, j'ai fait la NHK la semaine dernière, j'ai fait une télévision suisse, enfin argentine, canadienne, très internationale, mexicaine, coréenne, enfin on a toute la planète, les Chinois sont venus, on est vraiment dans l'ADN de toutes et de tous et il y a une incompréhension générale qui est incroyable et puis les gens nous expriment un amour, même s'ils nous ont jamais acheté rien, acheté un livre, rien, ils nous veulent, on est dans leur ADN. Rien que le fait de s'arrêter, de discuter, c'est aussi quelque chose qui... C'est phénoménal. Chaque fois que j'ouvre, chaque journée, et tous mes collègues me disent la même chose, on a des dizaines de personnes qui s'arrêtent pour dire vous n'allez pas disparaître, on ne va pas vous enlever, il faut rien lâcher. On a des messages de soutien. Une pétition là, qui est en ligne sur change.org qui s'appelle « Sauvegarde des bouquinistes des quais de Paris ». Alors, il ne faut pas donner les sous, il faut juste signer et partager le lien pour que justement plus de gens signent, mais qu'approche des 200 000 signatures, ce qui est quand même un joli score. Ouais. On a un soutien qui est total. C'est pour ça que c'est l'incompréhension de l'exclusion qui s'impose pour moi, mais pas
pas seulement pour moi, pour toute la corporation, pour les 230 bouquinistes. Et j'en veux pour preuve qu'à l'Assemblée générale, on a voté à l'unanimité le recours, parce que de toute façon, c'est ça, ou accepter une solution qui n'est pas satisfaisante, à laquelle il y a des alternatives. Et en plus, franchement, on est vraiment un symbole majeur de Paris. C'est comme démonter la Tour Eiffel. Sans rentrer dans l'aspect politique, la France aujourd'hui est toujours un pays de culture. Vous estimez que c'est toujours un pays de culture quand ce genre d'action, de vous retirer des quais de Seine, d'avoir la volonté en tout cas de vous retirer des quais de Seine est effectuée? Alors, il faut bien préciser que cette volonté est temporaire. On ne va pas nous retirer évidemment, définitivement. vous allez revenir après, on en reparlera. Je ne sais pas si au départ, elle était vraiment temporaire. Là, c'est mon mauvais esprit, j'ai un mauvais fond et je l'entretiens. Je ne suis pas sûr qu'au départ, il n'y avait pas d'autres idées derrière. Mais là, je pense qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas, ne serait-ce que faire disparaître trop longtemps les bouquinistes du paysage. On n'imagine pas, comme l'a très bien écrit Anna Gavaldar pour nous, Paris sans les bouquinistes ne serait plus une fête. Et c'est vrai, quand Paris est vide, il y a toujours, ça grouille sur les quais, il y a toujours du monde chez nous, il y a une vie, une animation qui est unique au monde. On est la librairie la plus célèbre du monde et la plus démocratique. Tout le monde vient sur les quais, les gens les plus importants, mais aussi les gens les plus modestes. C'est vraiment un lieu d'échange et de partage d'une profonde humanité, et ça depuis des siècles. Et d'ailleurs, il y a peut-être une précision qui est importante, c'est que tous les bouquinistes ne seront pas impactés, ce seront seulement ceux qui seront sur le Alors c'est plus compliqué que chemin ça. C'est plus compliqué que ça. Tous les bouquinistes vont être impactés en fait, mais différemment. C'est-à-dire que tous ceux dont les boîtes sont situées sur le parcours, de la cérémonie, tout cela devrait, la préfecture et la mairie voudraient voir leur boîte disparaître, ôtée pour les 4 heures les 4 heures de la cérémonie. Mais les autres bouquinistes dont on ne touchera pas les boîtes, eux vont aussi être impactés. Nous l'avons appris à l'ultime réunion avec la préfecture et la mairie. D'accord, donc ça c'est une information qui émane finalement il y a quelques semaines, parce que c'est tout récent. Le 15 janvier. Et les autres bouquinistes, tous ceux dont les boîtes seront laissées en place, vont quand même être impactés, parce qu'il y aura a priori 2 semaines pendant lesquelles personne finalement pourra vraiment circuler sur le périmètre, à moins d'être résident. Donc, c'est ouvrir ou pas ouvrir, ça ne changera pas grand-chose. Il faudra faire tout un tas de trucs, QR code et tout ça, pour pouvoir simplement se rendre à ces boîtes. Bon, de toute façon, s'il n'y a personne, il n'y a personne. C'est même pas la peine d'ouvrir. Donc, en fait, on a vraiment tout le monde va être impacté. Alors, la base du problème et de notre combat, en fait, c'est pour ceux dont on veut enlever les boîtes. Parce que une chose qui n'a pas vraiment été comprise, on a l'impression, par les décideurs et les techniciens administratifs qui ont compris cette décision, c'est que, en fait, chaque bouquiniste exploite un jeu de boîte. Un jeu de boîte, c'est 4 ou 5 boîtes. Il faut bien comprendre qu'il y a 230 bouquinistes, il y a 230 jeux de boîte, tous différents. Tous différents, comment ça? Par leur état, selon que le bouquiniste a plus ou moins bien entretenu ses boîtes, par l'âge des boîtes, par les options qui sont... C'est très technique ce que je dis là, mais ça veut dire que vous avez des boîtes qui ont plus d'un siècle, il y a des boîtes du 19e siècle. Jean-Pierre, qui est sur mon quai, a des boîtes qui sont de la fin des années 90, 1890, pas 1990, 1890, avec encore c'est pour soulever ses couvercles, il a des amortisseurs de diligence. C'est pour vous donner une idée. Il faudrait les classer d'ailleurs, ces boîtes. Et donc, chaque jeu de boîte va impliquer des compétences, un outillage, un savoir-faire spécifique. Ça veut dire que ce n'est pas 600 Lego ou 500 Lego ou 428 Lego qu'il va falloir déplacer, tous identiques. Non, c'est à chaque fois un cas de figure. Chaque jeu de boîte va nécessiter une réflexion, une intelligence et une pertinence dans la manipulation pour que ces boîtes ne soient pas détruites au démontage. Alors justement, le démontage, j'ai eu un test de démontage de vos boîtes. Qu'est-ce que ça a donné? Mais le test de démontage, c'était... j'ai envie de dire que c'était risible, ça a choqué tout le monde. Vous aviez 11 déménageurs en gants blancs pour vider le contenu des boîtes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les boîtes contiennent
en moyenne 700-800 kg de livres, ça représente 3-4 mètres cubes de volume. Et donc 11 déménageurs en gants blancs pour enlever le contenu des boîtes. C'était 4 boîtes, hein. Le test portait sur 4 boîtes. Un jeu de 4 boîtes qui était situé quai de la Tournelle. Est-ce que ces boîtes étaient différentes, avec différents, coup de chance différents aspects? Coup de chance pour l'organisateur du test. Ces boîtes étaient anciennes, doivent avoir dans les 70-80 ans, mais de très très belles factures, c'est-à-dire en chêne, très bien entretenues. Même si esthétiquement elles n'étaient pas flambantes, neuves, elles étaient très solides et très bien conçues. Et c'était des boîtes qui étaient, somme toute, finalement, très solides. Donc je disais qu'il y avait 11 déménageurs en gants blancs, il y avait 15 policiers pour faire la circulation, parce que je ne vous dis pas le bazar, dans la mesure où il y avait 8 camions qui étaient présents, dont 2 avec grue, et il y avait une vingtaine de personnes du personnel municipal qui avaient été mobilisées pour tout ça. Donc 45 personnes pour 5 heures de travail pour simplement désolidariser les boîtes, les désincruster du parapet, les poser sur une remorque, même pas les emballer et les attacher comme si on allait les emmener dans le lieu de stockage, et ensuite, une fois posés les 4 boîtes, les remettre sur le parapet. Ça a pris 5 heures. Bah oui, s'ils avaient raté le test, c'est vraiment qu'ils auraient été des demeurés absolus, quoi. 5 heures multipliées par des... Alors vous imaginez simplement pour ce test l'empreinte carbone et la facture. Parce que M. Rabadan a dit que ça n'a rien coûté, c'était du personnel municipal. C'est faux. Le personnel municipal a été payé, qu'il a été payé soit en heures supplémentaires, soit en congé, mais ça a été facturé tout ça. Et les camions, leur essence, elle a été payée, le matériel mis à disposition a été facturé, c'est facturé entre services, mais c'est facturé, le contribuable au final paye pour tout ça. Et vous parliez de l'impact sur cette avenue. Pour imager un petit peu pour nos spectateurs, on a un trottoir avec vous, les bouquinistes, sur les quais de Seine, avec des voies de circulation, plus une piste cyclable. Alors ils ont prévu de faire tout ça la nuit, pour un impact moins de nuisance pour la circulation et tout ça. Mais le problème, c'est qu'ils ont prévu 4 nuits pour enlever, si les chiffres du préfet sont ceux qu'il a annoncés dans le compte-rendu de la dernière réunion du 15 janvier, 428 boîtes devraient être ôtées. Mais ça fait encore 107 boîtes par nuit à enlever, c'est un travail colossal. Donc, pour le faire bien, parce que nous, notre crainte, pourquoi on s'élève contre tout ça? Il faut bien comprendre que notre crainte, c'est que, comme la mairie au départ a dit, de toute façon, s'il y a des boîtes abîmées, on les restaure, on les remet en état, et si elles sont trop abîmées, on vous en offre des nouvelles. Le problème, c'est que on va nous enlever 428 boîtes, mais combien vont être... Le déménageur va se dire, de toute façon, si elles sont cassées, on leur en donnera des neuves. Oui, d'accord, mais ça veut dire que dans ce cas-là, si elles sont fracassées, et il y aura de la casse, puisqu'ils devront aller vite pour en enlever 107 par nuit, ça veut dire que c'est plus 3 semaines de fermeture imposée par l'absence des boîtes, c'est combien de mois avant que des boîtes neuves arrivent? Et dernier détail, qu'est-ce qui fait le charme et le pittoresque des quais? C'est toute cette variété. Des boîtes, des petites, des moyennes, des grosses, des épaisses, des fines, des boîtes avec des contrepoids, des boîtes avec des auvents, des boîtes sans auvents, sans coffre, mais avec parfois des coffres et des auvents, et des couleurs, parfois c'est écaillé, parfois le vert il a viré vers le sombre ou il a viré vers le clair. Donc toute cette variété, toutes ces subtilités, tout ce pittoresque qui fait justement, qui a inspiré les écrivains, les poètes, les artistes en général, qui fait le charme des quais, tout ce passé, toute cette diversité, va être remplacé par quoi? Par des boîtes neuves, toutes identiques. On va faire ressembler les quais à des trains blindés. Et ça, on ne le veut pas, parce que c'est un coup de poignard dans le dos. C'est une mise en péril de notre activité. Et vous parliez de 3 semaines d'inactivité. La préfecture de police parle, elle, d'un retrait de quelques jours, mais dans les faits, c'est bien plus. Le temps de démonter, remonter, réorganiser. C'est 3 semaines, parce que le démontage des boîtes, les 4 nuits de démontage, a priori, de la réunion du 15 janvier, est ressorti que le démontage se ferait entre le 14 juillet et le 17 juillet, dans les 4 nuits là, et le remontage des boîtes se ferait à partir du 29 juillet, au lieu du 5 août initialement évoqué dans l'appel d'offres du début décembre. Donc si on vous enlève un mois de travail, quel sera l'impact économique sur votre activité, sachant qu'on sera en pleine période estivale, qu'il y a énormément de touristes qui seront attendus pendant cette période des Jeux Olympiques? Alors l'impact, il est doublement négatif, parce que d'abord, c'est quand même en été qu'on fait les noisettes pour l'hiver. Il ne faut pas oublier un détail important.
les bouquinistes ont fait une double pétition déposée à la mairie le 23 février 1891, je dis bien 1891, demandant le droit de laisser les livres sur les parapets, ce qui a été accordé le 23 mars 1891, et demandant l'éclairage des boîtes. C'est ce point-là sur lequel je voulais revenir. Et depuis 1891, nous attendons que les boîtes soient éclairées parce que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait les noisettes l'été et pas l'hiver? Parce que l'hiver, la plupart de mes collègues n'ont pas, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'éclairage. Ce qui veut dire que c'est un peu des demi-journées, c'est-à-dire que la journée, elle s'arrête à 4h, 4h30 à la tombée de la nuit. Et alors qu'en été, vous pouvez faire nocturne, vous avez la sortie des bureaux, la sortie des écoles, la sortie des musées. Vous pouvez travailler. C'est des vraies journées et c'est pour ça que l'été est important par rapport à l'hiver. Et l'hiver, on attend toujours depuis 133 ans l'éclairage qui permettrait aux bouquinistes. La municipalité il y a eu, depuis 11 ans que je suis président de l'association, je crois qu'il y a eu 3 vœux au Grand Conseil de Paris, dans ce sens, non suivis des faits. Le problème, c'est que les vœux, ça donne bonne conscience, mais quand ça ne se matérialise pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le problème, c'est la matérialisation des vœux. Ça fait toujours du beau moqueur à ceux qui les expriment, mais dans la réalisation, quand c'est pas suivi de réalisation, ça craint. Et donc voilà, donc effectivement l'été pour nous c'est très important pour justement faire les noisettes et d'autant plus que là nous aurions été dans une configuration exceptionnelle. J'étais à une réunion à la Chambre de commerce et d'industrie il n'y a pas très longtemps où M. Rabadan qui est l'adjoint à la Seine et aux Jeux Olympiques était présent et j'ai entendu ça. J'avoue que c'était assez irritant. Opportunité extraordinaire, il faut que les commerçants soient tous présents, qu'ils ouvrent et qu'ils soutiennent cet événement exceptionnel. Ils sont là, le miroir de ce qu'est la France, les ambassadeurs et tout. Et nous, on est exclus. On a du mal à le comprendre parce que c'était une occasion pour nous de faire un peu plus de noisettes pour justement repartir. Et j'ajouterais une dernière chose qui est très importante, c'est que tout à l'heure je parlais du problème des boîtes et du fait de les fracasser. Le prestataire, il y a eu un certain nombre de prestataires qui ont soumissionné à l'appel d'offres, semble-t-il, tout au moins c'est ce que nous a dit M. Rabadan. Les prestataires, je pense, ils vont aussi voir leur intérêt, donc ils vont avoir intérêt à ce que le travail soit vite fait. Est-ce qu'il sera bien fait? Nous, on va demander un test, une preuve qu'il en a les compétences, si jamais on doit vraiment passer par l'enlèvement des boîtes. Mais il faut bien comprendre que les boîtes les plus fragiles sont les boîtes des bouquinistes eux-mêmes les plus fragiles, c'est-à-dire les bouquinistes qui ont du mal simplement à assurer leur survie. Il ne faut pas croire que bouquiniste, c'est un métier pour devenir millionnaire. Hein. Bouquiniste, c'est un métier de passion, c'est un métier d'échange, de partage, de rencontre, de liberté. Moi, c'est ce que je dis toujours, si je voulais faire du pognon, du fric, excusez-moi, je suis un peu méprisant, mais je n'ai pas fait d'école de commerce, hein, je précise. Mais si je voulais vraiment faire du fric, je resterais chez moi et je mettrais en ligne des livres. Parce que vous mettez en ligne, vous vendez 2 fois plus cher, 3 fois plus cher, vous vendez à la planète entière et vous vendez beaucoup plus vite. Sur lesquels, c'est pas du tout comme ça. Vous voyez, c'est autre chose. C'est de l'échange, c'est de la rencontre, c'est de la discussion. C'est des enseignements en permanence que vous partagez, vous apprenez, vous enseignez. Et c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et il faut bien comprendre que j'ai des collègues qui continuent ce métier, même s'ils ont beaucoup de mal à joindre les 2 bouts simplement pour manger et se loger. Et ceux-là qui n'ont pas les moyens justement d'entretenir bien leur boîte, ce sont leurs boîtes qui vont les premières sauter, exploser. Et c'est ceux qui seront les plus pénalisés parce que si non seulement on leur prend ces 3 semaines de revenus exceptionnels qu'ils auraient eu, mais en plus ils doivent attendre 2, 3, 4 mois les boîtes de remplacement, certes offertes par la mairie, mais quand même. Et là, on reviendra sur des demi-journées, on reviendra en période hivernale. Voilà, on arrive en période hivernale, et ces gens-là qui sont déjà extrêmement défavorisés, démunis, de quoi ils vont vivre? Comment ils vont assurer leur survie? Ils auront perdu leur outil de travail et leur seul revenu. C'est pas respectueux. Et j'avais déjà rencontré des bouquinistes aussi qui s'étaient plaints du fait que la mairie de Paris voulait mettre des publicités, des panneaux publicitaires. Alors ça, on ne sait pas. C'est une hypothèse, voilà, parce que cet acharnement à vouloir enlever les boîtes pose effectivement le problème, sachant que de toute façon, il va y avoir un no man's land entre le public qui va assister sur les Kéos. Alors il faut bien savoir que sur les Kéos, ça sera gratuit, mais sur réservation. Mais qu'il va y avoir 1,50 m
d'espace laissé en no man's land entre les parapets et les barrières Vauban, dites de sécurité, et que dans ces no man's land, il y aura un policier tous les 5, 6, 8 ou 10 mètres, je ne sais pas, c'est un aspect technique que je ne connais pas précisément, mais il y aura vraiment un espace. Il faut aussi savoir qu'il y aura 80 écrans géants qui vont être disposés sur les 12 km de quai. Il y a un autre point qui, moi, me gêne un peu, c'est que nous, les boîtes qui impactent les quais où seront répartis ces 300 000 personnes, c'est la dernière jauge indiquée par les autorités, nous, on occupe, nos boîtes ne gênent l'horizon. Alors, s'il y a 428 boîtes, c'est facile à faire le calcul, vous multipliez par 2, vous avez à peu près la longueur de quai, donc ça fait presque 960 mètres d'obturation de la vue, mais on va être généreux, on va compter 15% du périmètre, ça fait 1800 mètres. Voilà, on va gêner sur 1800 mètres, 1500 mètres, 1800 mètres. Alors, surtout que vous étiez tenu à la disposition de la préfecture de police de Paris pour une intervention des démineurs sur vos boîtes, parce qu'il y a la crainte terroriste dans le contexte. Une chose que nous avait proposé la mairie quand elle nous a fait l'annonce. Alors, la mairie, on ne peut pas dire qu'elle ait préparé les choses avec beaucoup de subtilité. Elle n'a même pas pris la peine d'appeler le bureau pour leur dire « Écoutez, ça serait bien qu'on se voit avant la réunion du 10 juillet, parce qu'on va peut-être avoir des choses pas très rigolotes à vous dire. » Ça nous aurait permis de discuter, d'échanger, puis de préparer aussi la corporation. Et il y a vraiment eu quand même on nous a mis devant le fait du roi. Oui, et la mairie a quand même proposé, ça a fait l'objet d'un sondage, on a reçu un formulaire qu'on a dû renvoyer, je crois, pour le 15 ou le 30 août, et a proposé 3 options, dont la première, effectivement, c'est celle que nous avions retenue, à la quasi-unanimité, je crois qu'à 98%, c'était le passage des services de déminage, le scellement des boîtes une fois les boîtes vérifiées, un filet. Alors là, on avait même proposé plusieurs options. On avait proposé soit un filet avec des capteurs qui permettaient par une société privée, pour un coût finalement extrêmement bas par rapport à tout le remue-ménage que consisterait le déménagement et l'enlèvement des boîtes, filet avec des capteurs qui permettaient de vérifier que personne ne touchait à ces boîtes. Il y avait aussi une option qu'on avait proposée, soit on bâchait les boîtes, on les scellait et on les bâchait, voire on pouvait même envisager de faire un coffrage, avoir des services qui, sitôt déminés, installaient un coffrage qui enveloppait totalement chaque jeu de boîte. Ce coffrage, mis à la disposition d'artistes, on créait un événement dans l'événement, et c'était formidable. On associait les bouquinistes à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et ça nous paraissait une chose magnifique. On pouvait faire venir des artistes du street art, on pouvait faire venir des tas de gens. Jean-Pierre Reynaud, que je connais personnellement, aurait, je pense, été ravi de concevoir une intervention, et ça nous aurait, culturellement, ça aurait été un plus, un faire-valoir. Et c'est une couverture médiatique mondiale aussi, les Jeux Olympiques, voilà. Il ne faut pas l'oublier. La cérémonie d'ouverture, c'est regardé par des millions milliards, de personnes, 2 ou 3 milliards de personnes même, sur différentes chaînes partout à travers le monde, les chaînes les plus regardées dans chaque Alors que nous, les 15% de quais que nous représentons, 15% de 300 000 personnes, ça fait 45 000 personnes. 45 000 personnes, si on règle les flux, c'est à la hache, peut-être que c'est 50 000 parce qu'il y a des endroits où c'est plus large, il y a aussi des endroits où c'est aussi étroit qu'ailleurs. Je pense qu'on peut parfaitement régler en amont les flux pour éviter, parce qu'il y avait, dans la thème de la sécurité, il y avait aussi les débordements, la préfecture évoquait le fait qu'il puisse y avoir des surpressions de gens, parce que comme il y avait les boîtes qui obturaient, entre les boîtes, les gens se seraient plus écrasés pour voir, et que ça pouvait faire des débordements de foule avec des conséquences tristes. Mais c'est juste que ça, c'est l'histoire des flux. Alors, en fait, pour quelques dizaines de milliers de personnes, on va pénaliser, mettre en péril une profession qui existe depuis près de 5 siècles. On va nous effacer, comme on effacerait la Tour Eiffel si on la démontait. On va effacer un symbole majeur de Paris. On ne peut pas accepter ça. Vous êtes vitrine, finalement, de la ville de Paris, quand ça arrange. Complètement, on est des joyaux de la couronne. Nous sommes un des joyaux de la couronne. Et c'est désespérant de voir comment, moi, ça fait 11 ans que je suis à la tête de l'assaut, que je demande des choses, et je n'ai, à part une gestion minimaliste, juste des boîtes
de l'entretien des boîtes, parce qu'une fois par an, la ville de Paris envoie des techniciens pour vérifier que les boîtes sont bien entretenues et qu'elles ne risquent pas de tomber sur les quais bas, mais une gestion minimaliste des départs, des nominations, et non, il n'y a pas de gestion du respect du règlement. Ça, de ce côté-là, j'ai plutôt dû lâcher aller, il n'y a plus rien depuis des années. Mais non, une gestion vraiment minimaliste, la ville n'a jamais rien fait pour nous. Je regrette de le dire, elle n'a jamais... Bon, je dis, c'est simplement l'histoire de l'éclairage. Puis bon, aménager les quais, je vois le quai Voltaire, où il manque des poubelles. La mairie veut vous pousser dehors, selon vous? Alors, non, la mairie ne veut pas nous pousser dehors, mais quelque part, on peut se poser la question, on se dit, nous sommes le dernier petit métier strictement parisien, spécifiquement parisien, et on est le dernier petit métier encore en activité à Paris. Les marchands de 4 saisons ont disparu. Les vitriers, vous n'en voyez plus dans les rues. Les rémouleurs, ça fait des années que j'en ai pas vu. Tous ces petits métiers de rue, alors on ne parle pas des toiletteurs pour chiens qui étaient sur le Pont-Neuf jadis, ou des matelassières qui étaient sur les quais bas de la Seine, en contrebas de nos boîtes. Non, tous les petits métiers de rue, tous les gens modestes qui avaient un petit métier. Parce que c'est quand même, quelque part, je sais on donne des minima sociaux, on peut aider les gens défavorisés, mais quelque part, travailler, c'est aussi préserver une dignité, c'est justifier sa place dans la société. Et là, je ne sais pas, des tout petits métiers, on est vraiment le dernier encore en vue. Alors c'est la mairie de Paris qui gère vos recrutements. Absolument. Depuis 2018, c'est la mairie qui a la main totale sur nous. Et donc, voyez par exemple une chose que je demande depuis des années. Alors là, je crois qu'on a un nouvel interlocuteur qui est arrivé bien après le dossier pourri des JO, c'est M. Nicolas Bonnet-Ouladj, et je crois qu'avec lui, on va peut-être enfin pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus concret. J'ai eu un excellent échange avec lui dernièrement, et entre autres pour une chose que je demande depuis 11 ans que je suis à la tête de l'ASSO, je demande qu'on nous restitue, alors c'est pas quelque chose qui est réalisable comme ça d'un claquement de doigts. Il faudra des mois, voire des années pour, au fil des départs en retraite ou en démission, en décès de bouquinistes, pour pouvoir que tout le monde puisse avoir cet acquis-là. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le 27 janvier, je crois, 1943, la préfecture de police de Paris a réduit la longueur des concessions exploitées par les bouquinistes, de 10 mètres à 8 mètres. Ce faisant, c'était dans un but, semble-t-il, c'est pas clair, on n'a jamais eu le motif, enfin j'ai jamais eu très clairement le motif de la décision. C'était dans un but de surveillance des quais bas. Donc, suite à cette décision, une boîte sur 5 des bouquinistes a disparu. 100 000 livres ont quitté la librairie des quais. Et moi, ça fait des années que je demande qu'on revienne sur cet acquis du nazisme et de la préfecture de Paris de l'époque, de la préfecture de police de Paris de l'époque, parce que c'est pas très sain d'avoir un acquis du nazisme qui est toujours 80 ans plus tard, toujours toujours resté, on n'est pas revenu en arrière. Et cette 5e boîte, je l'ai demandé à la sortie du Covid en disant, voilà, c'est le moment, ça va nous aider après ce passage terrible, à reprendre pied. Ça a été très dur, et c'est toujours très dur, parce que... Économiquement, vous parlez? Économiquement, bien sûr. En plus, et puis ce serait une façon de tourner une page noire, ce serait un moyen de nous aider, parce que on souffre énormément quand même de la concurrence de nouvelles technologies, tout ce qui se vend sur le net. On a perdu beaucoup de nos clients de ce fait. Donc, et ça nous permettrait de proposer un peu plus de livres, en moyenne 500 livres de plus par bouquiniste. Ça renchérirait l'offre de 100 000 livres, ce qui est énorme. On est à 300 000 à 400 000 livres actuellement, on serait à 400 500 000 de proposer. Ça voudrait dire une attractivité d'autant renforcée et d'autant plus belle pour tous les gens qui sont amoureux de la culture et de nous, et des livres. Et ça, voilà. Alors je crois que M. Bonnet-Ouladj a entendu mon appel quand nous avons échangé l'autre jour, et j'ai de solides espoirs que ce soit acquis. Mais vous parlez de tous ces livres que vous possédez, de toute cette richesse, que ce soit vous, que ce soit vos collègues.
énormément de livres à déplacer pendant cet éventuel enlèvement des boîtes. Vous craignez aussi que certains ouvrages soient abîmés ? C'est évident. Alors déjà, on a eu énormément de mal. Il a fallu une première réunion, une deuxième, une troisième pour arriver à leur faire comprendre que les boîtes, elles n'étaient pas vides. Il y avait un contenu et que ce contenu, il fallait le prendre en compte. Déjà, ça a été très compliqué. L'écoute était... Disons qu'on avait le sentiment qu'on n'était pas toujours très bien entendu ni écouté. C'est peut-être le fait que parfois on a des gens qui considèrent qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Je ne sais pas, enfin c'est une hypothèse comme une autre. Toujours est-il qu'effectivement, oui, les boîtes, elles ont un contenu, et ce contenu, il faut le prendre en compte. Nous, ce qui nous fait très peur, c'est évidemment le démontage des boîtes et la façon dont elles vont être démontées, traitées, stockées. Mais c'est vrai que le contenu aussi, ça nous fait très peur, parce que ce contenu, il ne va pas falloir qu'il soit mélangé avec... Il va falloir beaucoup de soins, parce que chaque contenu, c'est le stock. Il ne faut pas oublier que pour beaucoup de mes collègues, les boîtes et leur contenu, c'est leur seul bien matériel. Okay ? C'est-à-dire, ils sont en location à côté, ils n'ont pas de voiture, parce qu'à Paris, avoir une voiture, ça coûte très cher. Quand on fait ce métier, souvent, on a réduit tous les frais de fonctionnement au maximum. Donc, pas de voiture, un loyer le plus bas possible. Généralement, les enfants, s'il y a enfants, ils ont été élevés, ils sont finis leurs écoles, ils sont autonomes. Il y a eu des reconversions parmi les il y a beaucoup, mais c'est un métier. C'est ça qui fait la richesse de notre métier, c'est qu'il y a 230 personnalités. Je veux dire, on a tous fait un ou plusieurs métiers avant de devenir bouquiniste. Moi, j'étais musicien classique, j'en ai d'autres qui étaient taxi ou steward dans la compagnie d'aviation. Il y en a qui ont fait des métiers les plus incroyables, qui ont été musiciens, qui ont été... peintre, et puis voilà. Non, c'est des personnalités. Et c'est un choix de vie, c'est vraiment un choix, c'est presque un sacerdoce. Donc, pour boucler, puisqu'on sait très bien que notre chiffre d'affaires est pas tout sauf mirobolant, pour boucler le mois, on ne sait jamais ce qu'on va gagner demain, il faut restreindre au maximum. Alors, quelques-uns sont devenus bouquinistes après avoir fini de payer leur studio, mais c'est pas le cas de tous, hein. Il y a vraiment... Et effectivement, les caisses, c'est une éthique, c'est un état d'esprit, et c'est ça qui fait le charme. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans la crise qui cette hypothèse génère, on a tant de témoignages d'amour et de soutien mondiaux, planétaires. Vous parliez du soutien, justement, le soutien... Il est civil, mais il est aussi politique. Dans la capitale, vous en avez. Est-ce que les maires et l'aire d'arrondissement parisien, par exemple, sont de votre côté ? Tous les maires, alors c'est justement... Ou est-ce que c'est juste un camp politique ? Alors moi, je dis toujours que les bouquinistes, je ne comprends pas l'immobilisme de la mairie depuis 11 ans, dans la mesure où les bouquinistes, c'est un dossier culturel et un dossier qui devrait donc, de ce fait, être apolitique. On ne devrait pas être revendiqué par tel ou tel parti. Et d'ailleurs, ce qui est très, très touchant, c'est que là, aujourd'hui, on a le soutien d'Ariel Veil, qui est le maire de Paris-Centre, qui est au PS. On a le soutien de Florence Berthoud, qui est maire du 5e arrondissement, qui est plutôt de droite. Je ne sais pas où, je sais plus à quel groupe elle est, mais... Vous parlez du PS, il y a même des dissidents au sein de... mais voilà, Nicolas Bollé-Roulage est communiste et il est avec nous. De l'échange que j'ai pu avoir, il a vraiment envie de faire des choses pour nous. Il est vraiment... même si pour le dossier des JO, il est hors jeu dans la mesure où c'est pas son dossier, il est arrivé à la fin du problème et c'est évident que moi, je ne l'implique pas dans cet aspect-là, dans ce dossier, parce qu'il y est pour rien. C'est pas sa gestion, c'est pas sa décision. C'est vraiment, alors là, pour le fait, on peut vraiment considérer que Mais après, on a le soutien de Monsieur Lecoq et de Madame Rachida Dati, qui sont respectivement les maires du 6e et 7e arrondissement. Mais justement, Madame Rachida Dati, qui a été nommée ministre de la Culture le 11 janvier dernier, elle pourrait être un soutien, mais ça vous venez de le dire, mais est-ce que vous l'avez sollicité ? Alors, Madame Rachida Dati, personnellement, je ne l'ai pas eu au téléphone, mais j'ai eu son directeur de cabinet, et effectivement, elle a soutenu
Elle était avec M. Lecoq contre le non, pour le non-enlèvement des boîtes, et j'ai de bons espoirs que dans sa position de ministre de la Culture, elle continue de soutenir. Alors, est-ce qu'elle pourra nous soutenir sur ce dossier précisément des JO? Je ne sais pas quelle va être sa position par rapport à M. Macron et par rapport à M. Darmanin. Et le préfet de police, le Laurent préfet Nunez, oui, mais le préfet de police qui dépend du ministère de l'Intérieur. Voilà, mais elle est quand même ministre de la Culture. J'ai d'excellents espoirs sur d'autres dossiers nous concernant, puisqu'on a pour la première fois, j'ai envie de dire, un ministre de la Culture qui connaît le dossier, qui l'estime et qui a toujours affiché une sympathie pour les bouquinistes. Donc, je veux croire que de ce côté-là, le navire est plutôt pas trop mal commandé. J'ai quelques espoirs là-dessus. Vous avez reçu aussi de nombreux soutiens, même d'autres villes. Gisors avait même proposé dans l'heure. C'était très touchant, c'était très émouvant d'avoir. Ça a été la première proposition qu'on a eue. Mais... Après, techniquement, c'est un peu irréalisable dans la mesure où il faut loger les bouquinistes, il y a tout un tas de frais qui viennent se rajouter, le transport, l'installation. Et puis bon, quelque part, accepter l'invitation de Gisors, c'est renoncer au non-enlèvement des boîtes. Notre combat reste quand même, pour l'instant, on n'abdique pas, on considère qu'il y a des possibilités que nos boîtes ne soient pas enlevées, que c'est techniquement possible, et c'est pour ça que nous allons au tribunal administratif. On y va en espérant que le juge comprendra la situation parfaitement. C'est votre dernier recours? C'est le seul recours que nous puissions avoir, de toute façon, on n'a pas le choix. Si le tribunal ne vous suit pas, qu'est-ce que vous envisagez? Vous envisagez d'autres actions? Si le tribunal ne nous suit pas, nous avons aussi l'espoir, parce que on va quand même essayer de faire en sorte que nos arrières, on ne va pas demander que ça. Si le tribunal ne nous suit pas, on va lui demander de cadrer le déménagement, l'enlèvement des boîtes, au moins, de manière à ce que ce soit fait avec le plus grand soin, dignement et sans dégâts. Et aussi, on va aussi au tribunal administratif, parce que pour l'instant, au niveau des indemnisations, rien n'a été... on parle beaucoup des dédommagements, on a entendu des mots comme ça par pas mal de politiques, mais ils seront dédommagés, ils seront indemnisés. Oui, enfin, vous savez, les paroles n'engagent que ceux qui y croient. Hein. Nous, on a passé l'âge de croire au Père Noël, donc tant que rien n'est écrit sur le papier, on ne veut pas. Et je pense que nous pensons que seul un juge peut imposer une indemnisation juste et équitable et forfaitaire. J'insiste sur ce point, il faut que tous les bouquinistes reçoivent la même indemnisation. On ne va pas commencer à chipoter en disant vous avez déclaré combien l'année dernière à cette saison, combien là, parce que voilà, et une indemnisation forfaitaire, mensuelle, qui, avec des astreintes, parce que si un bouquiniste a ces 4 boîtes qui ont explosé parce qu'elles ont été mal démontées, mal traitées lors du démontage, et qui doit attendre 3 mois, pour chaque mois qu'il aura perdu, commencer 100 boîtes, une astreinte, il doit percevoir cette indemnité forfaitaire. Vous commencez à vous inquiéter, ou justement vous lâcherez rien jusqu'au bout? Vous ferez quoi cet été? On n'est pas inquiet. On a en face de nous, on a le fait du roi, on nous dit c'est comme ça et c'est pas autrement. J'avoue que diplomatiquement parlant, ça n'a pas été un chef-d'œuvre, cette histoire. Mais non, on n'est pas inquiet, on a d'excellents avocats. Quelque part, je pense qu'ils ont eux-mêmes ressenti un comportement en face qui les motiverait plutôt à nous défendre d'autant mieux. Et puis voilà, c'est quelque part le dossier est entre leurs mains, on va bien voir comment il aboutit, mais on n'a pas le choix, c'était soit accepter l'enlèvement des boîtes aux conditions imposées sans que nous ayons notre mot à dire. Il faut bien dire les choses. Hein. On n'a pas eu de c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, je sais pas. Dans la communication, il y a eu une faille. Il y a eu zéro communication et concertation. Je veux dire, si au préalable, j'ai demandé, il faut bien comprendre que le 15 février dernier, 2023, j'ai fait un courrier au préfet de police lui demandant un rendez-vous pour exposer les problématiques et les impératifs de notre profession et de notre outil de travail que sont nos boîtes. J'ai reçu un courrier daté du 8 mars
une réponse donc du 8 mars me disant « Nous avons pris bonne note de votre demande, nous revenons vers vous dès que la mairie de Paris nous aura fourni les données que nous lui avons demandées. » Et puis plus rien, silence. Et on arrive au 10 juillet où nous recevons un courrier quelques semaines avant nous disant « Voilà, réunion à l'auditorium de la mairie pour tous les bouquinistes. » Et là, on apprend de but en blanc, sans que même le bureau ait été appelé au téléphone par le service concerné pour nous dire « Voilà, il y a quelque chose de pas très drôle à vous annoncer, il faudrait qu'on en parle avant. » Sans qu'il y ait un effort ça se fait avec les syndicats, ça se fait avec... des discussions. Des discussions, Parler, juste discuter. Entre êtres humains, ça se fait de discuter. Là, zéro dialogue, zéro concertation, et donc la préfecture n'a pas entendu, n'est pas revenue vers nous pour... qu'on lui dise, bah voilà, attention, vous voulez... Nous, ce qu'on voulait à l'époque, ce qu'on demandait, c'était qu'est-ce que vous comptez faire pour protéger nos boîtes pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On ne voulait pas que des gens aillent danser la carmagnole sur les boîtes, parce que ce n'est pas vraiment prévu pour ça. Donc, c'était juste ça. On n'avait pas osé imaginer qu'ils allaient vouloir purement et simplement nous effacer du paysage. On est quand même un symbole majeur de Paris, et je me tue à le répéter. Alors, je veux croire qu'aujourd'hui, la mairie de Madame Hidalgo et ses proches ont peut-être enfin admis cette idée, même si on travaille dans la rue, que nous sommes des clochards paripatéticiens. J'emploie l'expression à dessein, parce que on ne sera jamais millionnaire, et effectivement, on travaille dans la rue, comme des gueux. Mais c'est pas parce qu'on travaille dans la rue que c'est déshonorant. Il faut arrêter cette espèce de sentiment classiste. On a vraiment, vraiment eu l'impression d'être des intouchables alors qu'on devrait être intouchables. Et on est considérés comme les intouchables indiens. Et ça, c'est pas bien. Et dans les solutions qui ont été proposées aussi, il y a eu cette délocalisation du côté oui, mais ça, c'est une délocalisation. Cette délocalisation, M. Rabadan nous l'a encore proposé à l'ultime réunion. C'est juste une solution que la mairie nous propose pour se donner bonne conscience et surtout ne pas avoir à verser d'indemnisation. Pourquoi vous donnez une indemnisation ? Vous avez eu un village des bouquinistes sur le quai Bourdon, personne n'est venu, mais ce n'est pas notre problème. Vous avez eu votre village des bouquinistes, ça nous a coûté tant. Bah non. Oui, parce que c'est un endroit finalement, on en a déjà parlé, c'est assez isolé, il y a peu de passages. À Bourdon, à part quelques résidents qui viennent promener leurs chiens le matin et le soir, il n'y a personne qui y va. C'est un lieu de désert absolu. Non, en contrebas, il y a le port de l'Arsenal, voilà. Mais cette idée de village des bouquinistes, mais d'abord les bouquinistes n'ont de sens que sur la Seine. Comme disait, c'est Paul Morand qui a écrit, à Paris, ce sont les livres qui empêchent la Seine de déborder. Et effectivement, on a de sens, les gens viennent nous voir parce que nous sommes uniques. Il n'y a aucun équivalent sur la planète. Il y a eu quelques pâles imitations qui ont été tentées ces dernières décennies, mais au Canada, à Montréal, ils ont essayé, le projet ça a duré quelques années, puis ça a fini en eau de boudin, ça a fait faillite, ça n'a pas marché. Il y a, sous le pont de Waterloo à Londres, une quinzaine de libraires qui se sont installés il y a une quinzaine d'années, mais ça n'a rien à voir, ni en importance, ni en présence. Nous, on est ouvert du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours. Quelque part, quel que soit le jour, la météo, vous allez sur les quais, il y a des bouquinistes ouverts. Et quelle que soit l'heure, j'ai envie de dire. Moi, il m'arrive le soir de fermer à 11h ou minuit. Alors, je fais moins parce que, là encore, le problème de sécurité, c'est moins... Parfois, on a chaud, enfin, on a des petites frayeurs. Il n'y a pas toujours des gens qui passent, qui sont dans leur état normal ou bien intentionnés. Donc malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus faire... Moi, quand j'ai commencé, je faisais des nocturnes jusqu'à 11h, minuit, sans problème, en été. Et puis voilà, la société changeante, on peut plus le faire avec autant, ou alors on le fait, on est plusieurs ouverts et ça va, mais bon, c'est très compliqué. Non, on est vraiment quelque chose, il n'y a aucun équivalent sur la planète. Dans le temps, ça fait 450 ans qu'on est là, et dans la forme, dans le fond, plus de 300 000 livres proposés, 230 bouquinistes, du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours de la semaine, plutôt l'après-midi en semaine et les journées complètes, les jours fériés et les week-ends. Et puis vous avez un choix. Ce qui est génial sur les quais, c'est qu'en plus beaucoup de gens nous le disent, on va pour chercher un livre, un titre, un auteur, et puis on revient avec complètement autre chose. Parce que justement, voilà, dans c'est la discussion, vous pouvez... C'est l'aventure, voilà, en discutant, en partageant des idées, des connaissances, on va déraper, puis voilà. Toujours, j'ai une dame qui m'achète...
le sac des bouquinistes. L'association a fait un tote bag pour offrir. Elle me prend un sac, et puis on discute, hop, et puis elle me parle de Prague, et je lui dis, Prague, j'ai un très beau livre, pas un livre cher, mais un très beau livre de 1932. Et elle est partie avec le livre, voilà, parce qu'on avait échangé. C'était pas c'était une rencontre. Elle était de passage à Paris et elle a trouvé un document extraordinaire pour elle, voilà, qui est reparti. Le livre maintenant est là-bas, bon, voilà. Mais c'est ça, et puis à une époque où on déshumanise toujours plus la société avec les machines, avec les nouvelles technologies. L'humain, il a quand même besoin d'autre chose, de quelque chose de plus tangible. La parole directe, les yeux dans les yeux. La parole du Covid, ça a été terrible. C'était quelque chose d'abominable. Alors effectivement, ça a permis de conforter pas mal d'aspects nouvelles technologies. Les gens ont pris l'habitude, à notre grand détriment d'ailleurs, de commander, par exemple, pour ce qui nous concerne, de commander leurs livres en ligne. Des clients qui résistaient à ça se sont mis à commander en ligne, et une bonne partie ne sont plus revenus sur les quais parce que finalement, du bureau, avec la carte bancaire, ça arrive dans la boîte aux lettres 2, 3, 4 jours plus tard. Voilà, alors que les quais, c'est pas que un achat, c'est une promenade, c'est une éthique, c'est des rencontres. Les quais de Paris et la Seine, le fleuve qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est l'artère de Paris. Quand Paris est vide, que ce soit en été ou le dimanche par exemple, les quais, ça grouille toujours de vie. Les quais, c'est la partie la plus vivante de Paris, j'ai envie de dire. Quel que soit le jour et l'heure, il y a toujours de la vie sur les quais. Et pourquoi ? Parce qu'il y a 230 bouquinistes, parce que c'est le fleuve, parce que, voilà. D'ailleurs, j'ajouterai une dernière chose, les boîtes, qu'elles soient ouvertes ou fermées, elles sont belles. Et elles animent les quais. Vous voyez ? C'est vraiment, ça, je suis désolé, j'espère que ça ne va pas pirater Dernière question, je vais sortir du cadre des bouquinistes. Les Jeux Olympiques, en eux-mêmes, qu'est-ce que ça vous inspire ? Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de formidable. Moi, quand vous regardez les Jeux Olympiques de l'Antiquité, c'était le sport et la culture. C'était l'athlétisme, c'était la lutte, et c'était les concours de prose, d'écriture, de poésie, de déclamation. C'était l'association de l'esprit, la tête et les jambes. C'était l'esprit et le corps. C'était génial. Là, on nous a pris à rebrousse-poil. Alors, le sport, on adore. Enfin, moi, je pratique un certain nombre de sports. J'ai pratiqué pas mal de sports et j'en pratique encore. Ça me paraît, ça me paraît important. Personnellement, c'est une façon aussi de me régénérer, parce que lire, c'est bien, mais il faut aussi faire travailler le corps, parce que l'usage entretient la fonction, et le sport est une des activités qui le permet. Mais là, les Jeux Olympiques, c'est vrai qu'ils nous ont pris un peu à rebrousse-poil, enfin, on nous les a proposés un peu à rebrousse-poil, et effectivement, on est un peu triste de voir comment... Vous étiez enthousiaste sur le moment quand on a annoncé Paris ? Ouais, je sais pas, bien sûr, c'était une belle nouvelle. Aujourd'hui, moi, je pense que ça aurait été mieux de faire une exposition universelle. Parce qu'une exposition universelle, finalement, je pense que c'est beaucoup plus constructif que des Jeux Olympiques. Ça dure plusieurs mois d'abord, ça fait venir infiniment plus de monde, et ça concourt infiniment plus, je pense, à la promotion d'une ville. Si tant est qu'une ville comme Paris en ait besoin, parce qu'on a déjà un flux tel de touristes que, je ne sais pas où on va mettre si on en fait venir encore plus, on va les mettre où ? Non, les JO, les JO, évidemment qu'on est d'accord avec on est pour, mais on aurait voulu qu'ils soient plus respectueux de la culture et de l'humain. Et puis, est-ce que finalement tout ce déploiement sécuritaire, moi je sais pas, pour moi la sécurité, je sais pas, déjà le simple fait de se lever le matin, vous vous mettez en péril. Alors, dans ce cas-là, la vie, s'il n'y a plus de péril, attendez, il y a plus de sel aussi. Vous sortez de chez vous, vous pouvez prendre le pot de géranium de la voisine du 5e, vous pouvez... La vie, c'est pas la sécurité, la vie, c'est la vie. Et nous, justement, bouquinistes, c'est ce qu'on a choisi, la vie, parce que rien n'est assuré pour nous au quotidien. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. On est au contraire du fonctionnaire qui, lui, a la sécurité jusqu'à sa mort. Je ne dis pas que même son cercueil sera payé par l'administration, mais il est sûr d'être payé toute sa vie, et sa retraite aussi, d'ailleurs, sera payée toute sa vie. Donc, toute sa vie, il est en sécurité. Mais la sécurité, c'est un choix, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Moi, demain, je fais 3 pas, je me casse la figure. Non, la sécurité, dès que vous vous levez, dès que vous bougez, vous n'êtes plus en sécurité dans ce cas. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être mort-né, il faut être des zombies ? Non. Moi, je suis désolé. Je pense que
mes 230 collègues me confirmeraient la chose, on est tous sauf des zombies. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Donc les Jeux Olympiques, oui, mais les Jeux Olympiques, c'est faire du sport, c'est s'exposer. D'ailleurs, on le sait tous, les sportifs, on a tous eu des blessures, une foulure, une cassure. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, je redirai le mot de Anna Gavalda, parce que je trouve que c'est bien. Paris sans les bouquinistes ne serait plus une fête. Je trouve que ça résume vraiment bien l'idée que vouloir nous enlever des caisses, c'est pas une bonne idée. Eh bien, ce sera le mot de la fin définitif. Merci à Jérôme Calais vous. d'avoir été avec nous sur Omerta. On rappelle que vous êtes le président. La parole. On rappelle que vous êtes le président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris. Je remercie Abdoulaye Djedia en régie. Je vous remercie, vous qui avez regardé cette interview jusqu'au bout. Et si le sujet vous intéresse, le documentaire Bouquiniste à l'épreuve des JO, je vous le rappelle, est toujours disponible sur l'application Omerta. Omerta, c'est aussi un magazine trimestriel. Le numéro 4, La guerre des mondes, est d'ores et déjà en prévente sur le site omertamedia.fr. Un magazine que vous pourrez retrouver en kiosque dès le 8 février prochain. À très vite.